Une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour. Donc, au balado, aujourd'hui, je reçois Samuel Dupont. Samuel est derrière la page Instagram Un Petit Lecteur. Donc, Samuel fait des lectures et les commente, nous donne ses impressions via sa page Instagram. Ça a été super le fun de discuter livres avec lui. Il avait des choix qui étaient variés. Donc, il nous a amenés dans plein de situations. On a eu une belle discussion sur comment ces livres-là ont influencé sa façon de penser parfois. Donc, je vous conseille d'écouter parce que vous pourriez faire de belles découvertes et je suis convaincue qu'il y a des livres qui s'ajouteront à votre pile à lire. Bonne écoute! Bonjour, je me présente Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage à Rivière-du-Loup. Je suis très heureuse d'avoir mis en place ce balado qui s'intitule « Une lecture qui a changé ta vie », qui me permet de discuter avec mes invités de plein de livres, de plein d'univers, de livres, de lectures qui ont changé leur vie, qui les ont poussés à faire des choix dans leur vie, qui les ont amenés à réfléchir à plein de choses, de faire des découvertes. Donc, c'est le but du balado, c'est vraiment de discuter de livres qui fait que quand on le referme, on n'est plus tout à fait les mêmes. Peu importe que le livre ait eu une bonne critique ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce livre-là a laissé son empreinte. Donc, j'espère que ce balado va vous plaire. Il est rendu possible grâce à la Librairie du Portage, à la SODEC ainsi qu'à Patrimoine Canada. Bonjour Samuel. Allô Valérie. Super contente de te recevoir aujourd'hui pour une nouvelle balado. Donc, j'aimerais ça tout d'abord que tu te présentes parce que tu as une page Instagram, tu parles de livres. Donc, j'aimerais ça que tu présentes ta page Instagram. On va commencer par ça si tu veux bien. Super. Donc, effectivement, là, j'ai un Instagram ou qu'on peut appeler un Bookstagram là, maintenant là, dans la sphère littéraire. Et mon username, là, mon nom d'usager, c'est Un Petit Lecteur. Et en quoi ça consiste? Là, c'est vraiment là, de partager là, ses lectures, mettre des avis ou même du contenu littéraire. Et pourquoi tu as décidé de partir ça? C'est quoi la motivation derrière? C'est spécial parce que on dit souvent que la pandémie a apporté beaucoup de choses négatives, là, justement, là, dans nos vies. Mais moi, là, dans ce cas-là, c'est vraiment justement la pandémie qui a fait en sorte que j'ai eu ce déclic-là. Donc, on était rendu en marche, justement, là, puis après quelques semaines de confinement, je m'étais dit, on n'avait plus vraiment accès vraiment à des loisirs, à du divertissement ou même à échanger avec les personnes. Fait que j'ai vraiment décidé de promouvoir la littérature québécoise au départ. Fait que je m'étais dit, je vais créer une page Instagram justement pour parler de mes lectures puis vraiment là, d'échanger le plus possible avec d'autres personnes. Là. Ah, OK. Fait que c'est de là que ça vient, c'est là l'idée. Puis là, tu as gardé le fil quand même. Oui, ça a vraiment fonctionné. J'ai aimé... quand on se lance, on ne sait jamais si ça fonctionne. Finalement, là, j'ai vraiment aimé mon expérience. Fait que je continue 4 ans plus tard. Ah, c'est beau ça. Ouais. Fait que pour les gens qui voudraient te suivre, Un Petit Lecteur. C'est ça. Donc, maintenant qu'on sait ça, puis on sait que tu es un bon lecteur puis tu aimes lire, oui. Le but aujourd'hui, c'est de parler des lectures qui ont marqué ta vie. Donc, tu as apporté 4 livres qui ont été importants pour toi. Je te laisse commencer. Je sais que tu les as mis dans un ordre précis. Oui. Parfait, excellent. Fait que je te laisse présenter le premier. Super. Je pense que je les ai mis même en ordre de lecture que je les ai lus là, chronologiquement. Super. Parfait. Donc, le premier que j'ai à te présenter, là, c'est Ça de Stephen King. Je pense que Stephen King n'a pas besoin de présentation, là, on le connaît assez. Donc, dans ça, on va apprendre à connaître un petit groupe d'enfants. Donc, 7 enfants là, qui se surnomment les ratés. Et ça a été un des livres là, qui, je pense, dans l'horreur, au niveau là, horreur qui m'a été... j'ai vraiment changé ma vie parce que avant, je lisais beaucoup de lectures horreur un peu comme gratuites, dans le sens que je lisais des mangas ou des livres
qu'il y avait de la violence un peu, tu sais, sans raison. Puis ce livre-là, il m'a vraiment montré qu'on peut vraiment prendre le médium de l'horreur ou des genres comme le fantastique pour aborder des thèmes vraiment de société. Donc, tu sais, on peut avoir de la violence conjugale dans le livre, du racisme, de la grossophobie, etc. Donc, de vraiment apporter des réflexions sur c'est quoi l'humain, puis la douleur, justement, humaine et les traumas qu'on a quand on est enfant et qui nous suivent jusqu'en étant adulte. Donc, ouais, je pense que... On peut-tu dire que c'est un peu le propre de Stephen King? D'être capable d'amener des sujets de fond importants dans son style, dans le style horror, si je peux dire, là, mais dans le style Stephen King, parce qu'on ne va pas se cacher, il y a un style Stephen King. Là. Oui, c'est vrai. Comme tu dis, là, si on pense à d'autres lectures, d'autres livres qu'il a écrits, c'est vrai qu'on peut voir à quelques moments, là, justement, tout le temps qu'il y a des réflexions justement de société ou des relations souvent avec les parents qui font je sais qu'il fait beaucoup des fois des personnages enfants et on peut voir aussi leurs relations assez tumultueuses là, avec leurs parents. Fait que c'est vrai qu'on peut voir assez ça. Là, c'est ça, si on voit au-delà de... Ouais. Là, moi, j'aimerais ça savoir, parce que c'est quand même le premier, tu l'as lu, quel âge t'avais? J'avais 16 ans. OK. Fait que je sais que souvent, c'est plus pour un lectorat adulte. Puis justement, ça a été comme ma plus grosse lecture que je pense que j'avais fait. Ça a été comme un plongeon vraiment là, dans cet univers-là parce qu'effectivement, là, c'est pas le genre de lecture qu'on recommande à... Bien, pas nécessairement, mais je dirais que de ma vie de libraire, ça est assez souvent vendu à des jeunes. Ah, pour vrai? OK. Oui. Fait que c'est pour ça que je te posais la question, parce que contrairement à d'autres Stephen King, des fois, pas nécessairement, mais lui, ça arrive souvent. Fait que je ne suis pas si surprise. Et comment il est arrivé dans tes mains, ce livre-là? Je réfléchissais justement à ça, puis je pense que justement, je l'ai lu en 2017, puis en 2017 également, il y avait eu l'adaptation, qu'il y avait une nouvelle adaptation là, qui sortait au cinéma là, au courant de l'automne, et moi, je l'avais lu au courant de l'été, donc je m'étais vraiment pris l'été au complet là, pour lire les 2 tomes. Puis, si je me trompe pas, là, c'est grâce peut-être avec le marketing qu'ils avaient fait le plus tôt dans l'année que je m'étais dit pourquoi pas me plonger pour une fois, genre avec un de ses plus gros ouvrages, puis de justement tenter cet auteur-là. Et là, bon, tu dis que ça a été une lecture marquante, puis ça a été le premier du genre. Est-ce que ça t'a amené à faire d'autres lectures dans le même genre ou à découvrir d'autres auteurs? Oui, ben c'est ça, comme tu dis, là, ça l'ouvre vraiment comme une porte. C'est ça qui est intéressant avec la lecture, hein, c'est qu'on voyage vraiment de livre en livre et ça m'a vraiment permis d'apprendre justement quelles sont ses références ou à lui-même ou qui l'ont aussi inspiré. Là. Je sais qu'au Québec, on n'arrête pas de comparer Patrick Sénécal également là, avec Stephen King. Donc, après ça, on peut aller piocher là, un peu dans le même genre, là, effectivement. Parfait. Donc, là, tu as découvert ça. Ensuite, on s'en va dans un autre registre complètement. Là, si je vois celui qui est sur la pile, oui. Là, on s'en va ailleurs. C'est en plein ça. Alors, tu nous le présentes? Donc, on peut voir au moins que j'ai vraiment un style hétéroclite, là, vraiment omnivore. Fait que c'est pour ça que je m'étais dit pourquoi pas présenter un livre un peu plus relax. Donc, c'est un petit livre, je dirais un roman de poésie là, jeunesse. Donc, ça s'appelle Souffler dans la cassette de Jonathan Bécotte. Et dans ce livre-là, là, on peut voir là, que c'est un petit livre là, qui se lit super bien et qui va aborder justement la nostalgie et encore l'enfance. Donc, il y a un petit peu ce lien-là avec Stephen King encore, là, le fait d'aborder l'enfance. Et ça a été pour moi une lecture marquante dans le fait qu'on... Je ne sais pas si toi, de ton côté, c'était ça quand tu étudiais, mais on lit beaucoup de poésie assez lourde. On va lire du Baudelaire, c'est des choses comme ça. Donc, quand j'ai découvert ce livre-là, j'ai fait « OK, on peut lire de la poésie jeunesse, c'est accessible, on peut tout comprendre. On n'essaie pas de se casser la tête à essayer de réfléchir sur ce que l'auteur voulait dire. Donc, pour moi, ça a vraiment ouvert une porte sur le monde de la poésie. Puis depuis ce temps-là, là, ça permet vraiment de faire comme une certaine introspection sur « OK, moi aussi, je serais capable d'en écrire
OK, ça t'a amené oui, jusque-là à ouvrir la petite brèche de dire hey, peut-être je pourrais en écrire. C'est ça. Fait que ça a vraiment été une lecture là, plus niveau écriture. Fait que ça m'a vraiment apporté ce bienfait-là de me dire ben moi aussi, je peux, mettons, écrire mes sentiments ou essayer de comprendre nos émotions. Fait que ça peut être un bon moyen là, de travailler là, en lisant puis d'essayer de décortiquer nous aussi là, comment qu'on peut faire ça. Est-ce que c'était une lecture obligatoire en classe? Même pas. Même pas? Donc, je ne sais même plus comment que... Ça a été moi aussi le premier livre de chez Leméac que j'avais lu. Et je me rappelle même pas comment j'étais tombé dessus. Là. C'est probablement peut-être à cause des réseaux aussi. Souvent, là, je suis tellement dans une vague de consommation là, avec justement les réseaux sociaux. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de livres passer dans une journée. Donc, peut-être ça a été de passer par là puis de me dire pourquoi pas de m'essayer avec un. Puis, comme de fait, là, ça l'a vraiment cliqué. Là. Ouais. Ah, ben c'est le fun, c'est une belle découverte. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de la poésie parce que, effectivement, des fois, on a tendance à croire que la poésie, c'est complexe, puis c'est voué à un lectorat bien particulier, alors qu'il y a plein de sortes de poésie. Fait qu'il y a des poésies comme ça qui vont attirer plus les jeunes accessibles. On pense aussi à Rupicure, qui a fait des livres de poésie magnifiques, qui sont très accessibles, qui nous font réfléchir, puis qui sont juste beaux à lire. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer toutes sortes de livres de poésie. Je pense que ça a vraiment comme été un des tournants dans ma vie où que je m'étais dit, OK, là, je peux vraiment essayer de nouveaux genres. Comme tu dis, là, on a souvent peur d'essayer puis de sortir de notre zone de confort de lecteur. Mais vraiment, là, après ça, je m'étais dit, OK, là, j'ai le jeunesse d'apprivoiser, puis je peux continuer quand même à apprécier des œuvres malgré étant adulte. Fait, comme tu dis, après ça, là, j'ai découvert justement Rupicure aussi. Là. On y va comme tranquillement, puis après ça, on découvre vraiment un autre univers. Là. C'est ça la magie des livres. C'est ça. C'est qu'on essaie quelque chose, puis là, ça nous donne le goût d'essayer autre chose. Moi, je dis toujours en tant que libraire, l'important, c'est que les gens lisent. Oui. Ce qu'ils lisent, ça, c'est pas grave. Peu importe le genre, c'est bien correct, puis ça nous amène partout ailleurs, puis à faire des découvertes. Des fois, c'est des découvertes où c'est un auteur ou c'est un genre, puis là, on est comme « wow ». Il y a d'autres fois, on va faire des découvertes puis on va se dire, ben ça va être correct, ça va être le seul parce que ce genre-là, je l'aime pas. Mais c'est une découverte pareille de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Oui, je suis tellement d'accord avec toi là, sur ça. Ben, également, moi aussi, je suis libraire là, depuis 2 ans. Puis je vois justement là, plusieurs personnes qui vont pas s'auto-flageller en disant là, ah, juge-moi pas sur ce que j'achète. Ou, moi, je suis comme non. C'est le temps que vous lisez justement de la romance ou de l'horreur ou des livres pour enfants, puis vous avez 40 ans, là, c'est bien correct. Là. Nous, on est là justement pour promouvoir la lecture là, puis encourager ça. Là, donc, tout à fait. Ouais. Donc, on s'en va au prochain livre qui m'intrigue grandement parce que avant qu'on commence le balado, je te disais, c'est drôle, tu m'as envoyé ta liste de livres, puis ensuite, j'ai entendu parler de ce livre-là sur les médias sociaux d'une autre façon. Puis là, il a vraiment piqué ma curiosité. Je me suis dit, OK, ça semble bien intéressant. Fait que j'ai hâte que tu nous le présentes puis que tu nous dises pourquoi tu as aimé ce livre-là. Donc, le prochain, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab. Donc, oui, comme tu dis, là, ça peut être un livre qui peut t'intéresser là, avec tes goûts personnels. On suit l'histoire là, de Adi, justement, qui se passe dans les années 1700. On est en France. Puis, elle s'en va se marier avec un homme et elle réalise peut-être qu'elle a passé à côté de sa vie. Elle se re-questionne justement sur ses choix de vie et pourquoi pas à être libre. Elle a peur de sceller quelque chose avec cet homme-là et de dire j'ai passé à côté de tellement de choses. Donc, elle va prier, là, elle va courir dans la forêt et prier un Dieu qui n'est pas le bon Dieu. Et elle se retrouve justement avec un pacte qui fait en sorte qu'elle va devoir vivre éternellement, et elle va avoir tout le temps devant elle comme elle le souhaitait, mais personne ne va se rappeler d'elle. Donc, ça va vraiment nous questionner sur... c'est un livre d'introspection, je trouve, là, justement. Là, on suit un personnage qui est dans la vingtaine. Donc, le fait que j'ai lu aussi ce livre-là quand j'étais dans ma vingtaine, ça nous questionne justement en faisant une introspection sur est-ce que justement nos choix de vie sont corrects ou est-ce que j'ai le droit de vivre dans le moment présent. Et ça m'a vraiment permis justement de vivre au jour le jour puis d'accepter le fait que quand je l'ai lu en temps de pandémie, c'est correct d'avoir des moments plus lents dans notre vie où tout est arrêté, mais aussi d'accepter aussi les moments où ça va plus vite.
Donc, on voit vraiment qu'il y a vraiment une introspection à faire avec ce livre-là. Et c'est une plume très poétique aussi. Vie Schwab est très bonne là-dedans. Donc, on se laisse vraiment bercer par ces mots, malgré que c'est une bonne brique. Là. Ouais. Est-ce qu'on peut se questionner aussi, parce que, tu sais, on a tous ce petit fond-là qui aimerait vivre éternellement. Donc, est-ce qu'on a ce questionnement-là aussi du rapport de dire « Ah oui, ça serait chouette de vivre toujours, mais si je vis toujours, on ne sait pas ce que ça va faire. » Oui, c'est ça. Comme tu dis, là, on entend tellement souvent ça. Même encore cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit ça « Ah, j'aimerais tellement vivre éternellement. » Mais quand on lit ce livre-là, on réalise que c'est peut-être pas la bonne idée parce qu'on trouve le temps long ou justement, là, on n'est plus émerveillé par ce qui nous entoure, on dirait. Mais malgré ça, elle va prendre le temps des fois de se poser et de se dire qu'est-ce que je peux faire justement de ma vie avec tout ce temps-là. Mais c'est ça, on réalise que bien vite, une petite vie courte, là, on dirait qu'on va venir amplifier nos aventures, nos émotions. Donc, on réalise que notre vie d'humain est quand même bonne, là, effectivement. Ah, c'est bon. Ouais. Et est-ce que je me trompe s'il y a un fond d'histoire d'amour? Oui, il y a une petite romance là, à l'intérieur. J'ai lu le 4e de couverture, puis j'avais cette impression-là. Oui, c'est ça. Donc, pour ceux qui se demandent là, quel est un peu le moment déclencheur justement de ce livre-là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se passe quelque chose, c'est que on se retrouve après ça 300 ans plus tard là, à New York et elle va rencontrer, parce qu'elle elle se fait oublier par tout le monde qu'elle rencontre, donc ses relations sont très éphémères avec ceux et celles là, qu'elle va côtoyer, mais elle va rentrer justement dans une librairie et un libraire va la reconnaître. Fait que c'est là qu'on va se questionner là, sur pourquoi lui la reconnaît, et c'est justement, il y a une petite trame là, de romance là. Moi, je suis pas tant quelqu'un de romance, mais quand il y a une petite trame au fond, là, ça me va. Là. Fait que, ouais. OK, parfait. Ben oui, tu me donnes vraiment le goût là, de le lire. Je trouve vraiment que ça a l'air intéressant. Et ça me fait penser à un livre dont j'ai déjà parlé dans un autre balado, qui est La bibliothèque de minuit. Je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma wish. Ouais. Il est vraiment super bon. Puis on est un peu dans le concept, dans le sens où, dans le cas de la bibliothèque de minuit, le personnage principal, elle veut refaire sa vie, recommencer. Elle se dit « Ah, tu sais, si au lieu de quitter cet homme-là, je t'ai resté avec, ça serait bien mieux, ma vie. Mm-hmm. » Et là, elle a comme l'opportunité de refaire tous ces bouts de vie-là. Et là, elle découvre plein d'affaires. Je ne veux pas vendre les punchs, mais c'est aussi le genre de livre comme ça où on dirait on a un fantasme humain de dire « J'ai-tu pris la bonne décision à ce moment-là? Si j'avais pris l'autre décision, ça serait-tu mieux? » Et là, on voit si c'est mieux ou pas. Fait que je trouve qu'on est un peu dans l'esprit où c'est des romans, mais des romans qui nous font réfléchir. Oui, c'est ça. Là, j'ai vraiment réalisé avec ce livre-là que ça m'avait dit « OK, j'ai vraiment comme un intérêt pour les livres qui parlent de temps, qui font réfléchir justement sur notre présence sur Terre, un peu comme justement je m'étais fait conseiller la bibliothèque de minuit. » Mais je sais qu'il y a des livres aussi là, que j'avais lus là, par la suite. Là. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Ces jours qui disparaissent aussi, là, qui font en sorte là, qu'on se re-questionne justement sur notre présence sur Terre. Sinon, il y a aussi le livre d'Adam Silvera aussi, qui est très populaire là, sur les réseaux sociaux, qui s'appelle « Et ils meurent tous les deux à la fin ». Aussi, là, des livres justement là, qui, avec le temps, là, moi, je suis vraiment vendu. Là. Ouais. Donc, c'est super ça. Donc, une belle suggestion. Je la prends personnellement. Et ensuite, on continue avec ton dernier choix que tu nous as apporté. Donc, ça s'appelle Dry de Neil Shusterman et de son fils Jarod qui l'accompagne aussi dans l'écriture. Et ce livre-là, pourquoi je l'ai choisi? Je dirais que c'est plus par sa façon écologique qui m'a apporté. On va suivre justement là, des adolescents là, qui vont vivre là, une sécheresse en Californie. Puis ça m'a vraiment fait questionner là, justement sur notre consommation d'eau. Vraiment, là, je l'ai lu en 2021, si je ne me trompe pas. Et après avoir vécu la pandémie, il y a beaucoup de parallèles à faire là, avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, puis je dirais là, justement que ça fait très peur de ce côté-là, le fait qu'on suit vraiment là, des gens qui vont quasiment aller à la guerre là, pour trouver des moyens d'avoir de l'eau, puis ça révèle vraiment une facette de l'humain là, qui
qu'on pense pas des fois là, jusqu'où on est prêt à survivre. Donc, les moments là, que les gens là, étaient au Costco à courir pour du papier de toilette en pandémie, là, ça se passe aussi là-dedans là, avec de l'eau. Et le livre a été écrit avant la pandémie. Donc, on peut voir vraiment quelques connexions à faire là, sur nos habitudes, justement. Là, puis, c'est pas mal ça, ouais. Puis ça montre aussi comment l'humain peut devenir... tu sais, ça ne fait pas sortir le meilleur de l'humain, c'est clair, là, dans des situations de la sorte. Là. Oui, c'est comme tu dis, on dirait qu'on ne le sait pas tant qu'on le vit pas. Ou on ne veut pas l'accepter. Oui, c'est ça. T'sais, on pense que toute la vie est belle, mais on dirait que même si on est une bonne personne, on dirait que quand il y a des situations de crise comme ça, on réalise qu'on n'a pas le choix de faire des sacrifices puis faire des actions qui vont peut-être nous coûter cher. Fait que ça fait vraiment réfléchir sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre jeune adulte. Fait que souvent, tu sais, des fois, en jeune adulte, on n'a pas des fois ces réflexions-là, mais d'apporter ça à un lectorat qui est un peu plus jeune, là, c'est vraiment intéressant, surtout là, en 2024, là, d'avoir surtout avec l'éco-anxiété ou des choses comme ça, là, c'est super. Là, Est-ce que, c'était ça ma prochaine question, est-ce que ça t'a généré de l'éco-anxiété? Peut-être que le mot est fort, mais est-ce que ça t'a vraiment fait prendre conscience et dire, OK, ça pourrait être ça, là? Oui, c'est ça me fait comme comprendre un peu là, la situation qui peut se passer puis que chaque action compte là, dans ce qu'on fait dans notre quotidien. Puis je sais pas si c'est relié, mais ça parle de consommation d'eau, mais j'ai essayé de faire attention aussi là, tout de suite par après. Ce livre-là donne vraiment soif là, également, là, si vous le lisez, mais de faire attention à tous les petits gestes qu'on fait. Et peut-être 2 mois après, là, je suis devenu végétarien, donc c'est ça aussi. Amener des changements Oui, concrets. c'est ça. On dirait que ça a comme réveillé des affaires aussi en moi là, sur tout ce qui est consommation, puis de réduire ça le plus possible. Là. Fait que, ouais. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que ça t'a donné aussi le goût de lire d'autres livres? Parce que c'est vraiment une tendance actuellement. Il y a plein de livres, de romans qui ont un peu comme... pas un peu, qui ont comme trame de fond les problèmes environnementaux. Est-ce que ça t'a donné le goût d'en lire d'autres? Oui, effectivement. Là, j'ai pas d'exemple, malheureusement, sur d'autres livres que j'ai lus, peut-être, sur le sujet. Mais je veux justement en lire. Là. Il y en a qui attendent dans ma bibliothèque. Là. Si je ne me trompe pas, là, il y a Extincta aussi, là, dans la même maison d'édition là, de Victor Dixon, qui parle justement aussi de l'environnement. Sinon aussi, des fois, il y a des petits essais par-ci, par-là. Là. Je sais qu'au Québec, on est bon aussi là, sur ça. Donc, je veux vraiment m'informer le plus possible. Ouais. Moi, ça me fait penser à un livre que j'ai lu qui est Station Eleven. Je ne sais pas si tu l'as lu ou tu as lu la série télé, parce que maintenant, ils ont fait une série télé. Oui. Parce que quand on parlait de l'humain, puis que ce genre de situation-là fait ressortir un côté de l'humain qu'on ne veut pas tant voir. Station Eleven, c'est l'histoire du monde qui s'écroule et il reste quelques survivants. Et il y a des moments assez difficiles et c'est vraiment dangereux pour les survivants parce que tout le monde se bat pour le peu de ce qui reste. De ressources, oui, c'est ça. De ressources. Donc, ça m'a fait penser à ça. Là. Si ce côté-là te plaît dans un roman, tu aimerais assurément Station Eleven. Il y a quand même un beau fond parce que la petite troupe qu'on suit décide de faire du théâtre dans des bandes de gens qui ont survécu pour amener un peu de beau là-dedans. Okay. Donc, il y a ce côté-là qui est quand même bien, même s'il y a toujours une trame de danger à chaque fois qu'il arrive dans ces villages-là. Et moi, j'ai adoré la fin, que je ne dirai pas, mais ça finit d'une façon où tu dis « OK ». C'est un tome, si je ne me trompe pas? C'est juste un tome, okay, oui. Mais c'est vraiment un livre qui se lit... ça se lit super bien, ça fait réfléchir vraiment beaucoup, puis ça fait réfléchir, c'est ça, à ce qu'on est en tant qu'être humain. C'est un côté de nous, je pense qu'on ne veut pas voir, mais puis qu'on n'espère pas avoir non plus, là, parce qu'on ne veut pas être confronté à ça, mais c'est quand même quelque chose qui existe, là. Oui, comme tu dis, on dirait que ça sort un peu justement de cette zone de confort-là, de notre quotidien, tout va bien, mais on réalise que ces livres-là vont comme un peu nous tirer, faire comme non, il y a cette facette-là aussi de l'humain là, qui existe. Là. Ouais. C'est ça, fait qu'il nous amène à réfléchir. Tu sais, comme tous tes autres livres, ça nous amène à réfléchir, mais ça nous amène à réfléchir à autre chose, mais c'est bien intéressant. Donc, vraiment une belle suggestion, de belles suggestions de lecture. J'en ai amené quelques-unes aussi pour t'en parler, pour t'inspirer, pour peut-être ajouter des choses sur ta pile à lire.
Nous, à la librairie, à chaque été, mais là, on est printemps-été, on fait une grosse table pleine de livres de poche. Oh, OK. Parce que, pour plusieurs raisons, premièrement, bon, c'est des livres qui sont pas trop chers. Oui. Fait que c'est le fun de faire des essais. Tu sais, des fois, quand tu te prends une grosse brique à 39,95, tu lis 50 pages puis tu dis non, j'aime pas ça, Non, c'est ça vrai. fait mal au cœur. Fait que des fois, ça permet de faire des essais. Ça permet aussi, quand on est en vacances, on le traîne partout, même s'il y a de l'eau, même s'il y a n'importe quoi, ça fait aussi moins mal au cœur de C'est ça, l'abîmer. j'allais dire, oui. Fait que on fait plein d'essais. On a une grosse table, elle est toute prête. J'en ai pris un sur la pile que je trouvais qui avait l'air bien intéressant, que je n'ai pas lu, mais j'ai une collègue qui l'a lu. Elle l'avait vraiment beaucoup aimé. C'est Mungo, ça s'appelle. Et c'est l'histoire de deux garçons. Donc, un est catholique, l'autre est protestant. Ils vont tomber en amour, mais il ne faut pas que ça soit su. Ça ne passerait pas dans la famille de Mungo. Et finalement, la mère de Mungo va la prendre et elle va l'envoyer avec deux hommes dans un camp de pêche. Un peu ce qui se faisait à l'époque des camps de redressement pour les jeunes gays. Mm-hmm. Donc, et là, il va devoir apprendre à se battre pour la liberté puis pour être ce qu'il est. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est une lecture qui est différente. Puis c'est un livre qu'on a quand même bien vendu en grand format. OK. Mais des fois, ça peut être une belle découverte, c'est ça, à faire en format poche. Puis justement, je ne l'ai jamais vu là, en librairie. Tu là, n'avais pas entendu parler en grand format? Non plus. Là, je ne l'ai jamais vu tout court. Là, pour vrai, même la couverture ne me disait rien. Fait que, genre de moins, c'est ça, je ne le connais pas. Là. Donc, fait que ça peut, c'est ça, petite découverte possible. Super. Autre livre, ensuite, celui-là est en littérature étrangère. C'est ça, je me disais, oui, avec le titre ou... Oui, c'est ça, c'est Okay. pas québécois, mais les deux autres sont québécois. Okay. Donc, le deuxième est Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Un peu plus connu là, Oui. maintenant, là, dans la dernière année. Oui, actuellement, là, c'est dans la littérature québécoise, là, Éric Chacour est important et bien positionné. Il est en nomination pour le prix des libraires. Oui. Donc, on saura bientôt s'il va gagner. C'est un magnifique livre. OK. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'en entendais beaucoup parler. Il était en nomination pour le prix des libraires. Fait que je me suis dit, bon, je vais l'essayer. On verra où tout ça va me mener. Puis finalement, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là. C'est un premier roman, donc vraiment, Éric Chacour écrit super bien. On y découvre un jeune homme qui habite en Égypte, où sa voie est un peu toute tracée, fils de médecin qui va devenir médecin lui-même. Mais là, il va arriver, un petit gros crochet important dans sa vie. Et ça va bousculer complètement sa vie, ce qui va faire qu'il va s'en venir à Montréal, éventuellement. Donc, il y a un petit bout qui se passe à Montréal, mais ça se passe principalement en Égypte. J'ai aimé le fait que ça se passait en Égypte. Il nous parle du Caire, des rues, fait que ça nous fait un peu voyager, super. Exactement. Mais c'est super bien écrit. Il y a vraiment des moments saisissants. Donc, vraiment une belle lecture à faire, puis surtout une belle découverte d'Éric Chacour, puis j'ai déjà hâte qu'il sorte son prochain roman. Oui, c'est ça, là, comme tu dis, là, c'est fou à quel point, comme dans la dernière année, il a déjà fait sa place là, avec tous les prix qu'il a gagnés, là, puis on dirait que les lecteurs ils ont vraiment hâte de voir son prochain là, avec tout ce qu'il a fait là, dans celui-là. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Là, il est dans ma liste, là, c'est pour ça. Il est dans ta pelle à lire. Oui. Et là, je ne pouvais pas passer sous silence le nouveau Sénécal qui vient de sortir. Est-ce que tu as déjà lu du Sénécal? Oui, la première fois j'en ai lu, j'avais peut-être 10-11 ans, mais c'était pas ces livres pour adultes, là, c'était vraiment les livres jeunesse qu'il avait fait, là, Madame Moinam et 7 comme 7 heures. Ouais. Mais après ça, là, c'est pas un auteur qui m'a tant intéressé par ça par la suite, mais j'ai lu Flo, qui est sorti là, dans les dernières années, là, qu'on suit une petite fillette de 8 ans. Sinon, j'ai aussi lu la bande dessinée d'Alice. Oui. Est-ce que tu avais aimé? Est-ce que tu aimes le genre? Oui, ben c'est sûr que c'est moins un auteur que je me porte parce qu'on dirait que dans les dernières années, j'avais comme pris un recul au niveau de l'horreur. Je me suis vraiment calmé. Fait que c'est plus pour ça. Mais des fois, de temps en temps, là, aux 2-3 ans, j'essaye d'aller voir là, ce qui peut m'intéresser avec ce qu'il fait. Ouais. Donc, on sait que c'est un auteur important au Québec. Là.
quand il sort un nouveau Patrick Sénécal, Oui. c'est attendu, il y a ses fans. Souvent, je te dirais, ce sont les mêmes qui vont lire Stephen King. OK. Nous, on voit vraiment un rapprochement entre Ouais. les deux à la librairie. Donc, fait que c'est ça. Pour les gens qui aiment le genre, je pense que ça peut être une belle découverte à faire ou à essayer. Donc, c'est ça. Puis, il y en a plein, là. Puis, tu sais, moi, c'est moins mon style. Par contre, on m'a dit, Valérie, il y en a qui sont moins hard que d'autres, là. Donc, si il y a des gens qui ont le goût de dire « Hey, moi, j'aimerais ça essayer Sénécal », ben des fois, on peut commencer par certains. Oui, j'allais dire Le Passager, c'est vrai. Là, je pense ça. que c'est lui qu'on recommande le plus. Je l'ai lu, effectivement. Je pense que c'est dans ses premiers aussi qu'il a écrit. Là. C'est vrai qu'il est assez plus tranquille niveau horreur. Là, fait que c'est parfait pour embarquer dedans. C'est ça, exactement. Donc, c'était mes suggestions. Alors, si tu veux bien, moi, j'aime bien terminer le balado par quelques questions en rafale sur tes habitudes de lecture. Super. Fait que tu es prêt? Ouais. On part. Ma première question va être le livre. Est-ce que tu lis en anglais ou en français? Parce qu'on voit que le livre de Adi Larue Oui. est en anglais. Tu m'as dit, mais je l'ai aussi en français. Oui, c'est ça. Là. Donc, avant qu'on commence, là, j'avais expliqué aussi que je l'ai lu en français, mais il y a une partie de moi aussi là, qui fait en sorte que je suis un collectionneur. Donc, quand c'est des livres que j'adore beaucoup, là, ça de Stephen King et Adi Larue là, font partie de mes préférés. Donc, je les ai en plusieurs exemplaires, autant français qu'anglais. Et je vais vraiment majoritairement lire en français, là, peut-être un 95%, là, je te dirais. OK, Ouais. parfait. Parfait. Et comment tu choisis tes livres? C'est sûr que, comme tantôt on a abordé le fait que je suis sur les réseaux sociaux, donc on dirait que je suis beaucoup des maisons d'édition, des fois là, que j'aime ou je vais voir tout de suite les nouveautés qui sortent. Donc, on dirait d'avoir cette accessibilité-là, là, c'est vraiment de faire confiance à dire « Ah, cette maison d'édition-là, je sais que je vais aimer ce qu'ils écrivent. » Fait que je vais choisir comme ça. Sinon, c'est sûr, en tant que libraire, des fois, là, faire des petits tours là, dans la librairie puis découvrir des fois des choses qu'on ne sait pas ou se faire recommander aussi par des personnes, là, que ce soit en personne justement ou sur les réseaux. Là, on dirait que quand quelqu'un commence à cerner ce que j'aime, on dirait qu'ils viennent vers moi et me disent « T'aimerais ce livre-là? » Un peu comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, ça l'aide aussi sur mes choix de lecture. Là. Ouais. C'est intéressant ce que tu disais parce que peu de gens, pas accordent l'importance, mais ils vont faire des choix par maison d'édition. Mais effectivement, quand on aime une maison d'édition, ben souvent, sa ligne éditoriale va être un peu pareille. Oui, donc, ça ouais. peut amener à faire des belles découvertes. Donc, oui, des fois, entre autres, si je pense à Alto, qui a fait ce que je sais de toi, ben Alto a son style bien précis qu'on peut reconnaître. Fait que ça peut être le fun de dire « Ah, je vais faire confiance à Alto, C'est ça. puis je vais essayer ce livre-là qu'il me recommande. » On parlait de genre tantôt, puis d'essayer de sortir de sa zone de confort, mais je pense que c'est aussi le même principe pour les maisons d'édition. Des fois, là, on a peur d'aller vers certaines maisons d'édition, mais dès qu'on découvre c'est quoi un peu justement leur créneau puis leur style, après ça, on a vraiment le goût là, de consommer vraiment tout ce qu'ils font là, par la suite. Ouais. Effectivement. À quel moment de la journée t'aimes lire? Principalement le soir, là, avant de me coucher, je pense, comme la majorité des gens, je dirais. Mais sinon, je suis aussi quelqu'un qui est capable de lire dans les transports. Donc, j'essaie vraiment de maximiser mon temps. Puis dans les transports en commun, là, je vais vraiment lire. J'ai fait ça depuis que je suis jeune, là, dans les autobus scolaires. Fait que, ouais, ça m'aide beaucoup. Là. Je suis dans ma petite bulle. Fait que j'oublie l'univers autour de moi, puis je suis vraiment capable de profiter. Ouais. Puis si tu lis avant de te coucher, est-ce que ça t'est déjà arrivé là, de ne pas voir l'heure passer puis de te coucher vraiment tard? Oui, je pense que ça m'est arrivé justement avec Adi Larue. Je pense que je l'avais fini au milieu de la nuit ou quelque chose comme ça. Quand j'étais jeune, mes parents ils me disaient lis avant de dormir, ça va vraiment te relaxer, tu vas être capable de bien dormir. Mais je suis pas tant d'accord avec ça. On dirait que comme en grandissant, j'ai réalisé que c'est un peu l'inverse qui m'est arrivé. Je me suis dit, si je me mets à lire avant de dormir, on me perd. Ça te stimule, tu viens dans ton livre, puis là, tu te couches plus. Oui, c'est ça. Ah, ben c'est bon, ça. C'est bon parce que quand on est plongé dans notre livre, là, puis on se dit, un autre petit chapitre, chapitre, là. On pense que ça fait pas de mal, mais c'est le lendemain matin. C'est ça. Combien de livres tu peux lire par mois, par année, tu le sais-tu? Je dirais
ma moyenne, je pense, c'est environ un par semaine, sinon un à deux par semaine, mais c'est vraiment tout format, tout genre confondu. Fait que ça, mettons, le Patrick Sénécal que tu as suggéré tantôt, là, je pense que c'est une très bonne brique. Fait que ça me prendrait quelques semaines à lire. Mais sinon, là, je vais lire environ là, entre 60 et 100 livres par année. Là. Quand même. Donc, je sais que dans la dernière année, j'avais lu 100 livres, mais j'ai réalisé que la quantité, ça n'importe pas vraiment dans les lectures qu'on fait. Je me suis dit, cette année, je vais vraiment prioriser la qualité du moment puis de ne pas faire comme une course. J'ai réalisé ça avec les réseaux sociaux. Là, souvent, on peut se comparer facilement avec les autres. Ah, lui, il a lu 200 livres cette année. Moi, j'en ai juste lu 20. Fait que, je vais vraiment prendre le temps de déguster vraiment mes lectures puis de profiter du moment présent. Là. Ouais. Et est-ce que tu es genre à commencer plein de livres ou tu en commences un puis tu le finis ou bien? Ouais, c'est une très bonne question. C'est toute mon adolescence, j'ai vraiment été quelqu'un qui consommait tout en même temps. Là. À un moment donné, je pense que j'en avais comme 6 d'ouverts puis à un moment donné, j'ai fait non, OK, là, il faut vraiment que je me concentre un à un. Puis depuis un an, justement, là, c'est très récent, là, j'ai été capable de... C'était un objectif que je m'étais donné. Puis là, je suis vraiment un livre à la fois ou deux des fois. J'aime ça varier les formats aussi. Là. Maintenant, on a les livres audio qui, je pense, qui prennent un peu plus de place dans la sphère littéraire. Fait que des fois, ça peut être un livre audio, puis sinon, je vais avoir mon livre papier avec moi. Ouais. T'aimes les livres audio? C'est quoi ton rapport au livre audio? Oui, c'est ça. Au début, c'était très difficile sur la mémoire. Je trouvais que j'étais pas capable de me souvenir de ce qui se passait. Fait que c'est pour ça que je tassais ça de côté. J'ai fait non, même si c'est bien dit, c'est bien fait, j'étais pas capable de me concentrer. Mais là, tranquillement, là, tantôt, j'ai parlé de souffler dans la cassette. Il y a la plateforme Audio par Radio-Canada là, qui font maintenant quelques livres qui font gratuitement que les gens ils peuvent avoir. Puis ce livre-là fait partie de ça. Donc, des fois, de commencer, je dirais, là, par quelques petits livres. Je pense que c'est mon conseil que j'ai à donner parce que moi, c'est ça, je me suis dit. Commencer par des petits livres, puis après ça, là, tranquillement, là, aller vers des plus longs livres. Mais je préfère tout le temps mon petit format papier. Là. Ouais. Et puis c'est ça, c'était mon autre question. On a parlé de livre audio, livre numérique, ça se situe où? Puis livre papier? Livre numérique, je dirais que ça va être mon troisième. Là, ton dernier choix. Oui, c'est ça. Ça va vraiment être mon choix de secours, je dirais. Parce que souvent, si je suis pas, mettons, en compagnie de mon livre puis j'ai besoin de lire, je vais vraiment l'emprunter là, à la bibliothèque de la ville, là, donc numériquement, puis je vais être capable de lire pour me sauver. Mais sinon, là, je vais pas aller vers ça parce que je pense que c'est important pour moi de vraiment déconnecter là, avec les réseaux sociaux puis les écrans. Surtout, là, on est tellement stimulé maintenant. Fait que de ne pas avoir d'écran devant moi, là, on dirait que ça me fait du bien puis d'avoir mon livre dans les mains. Ouais. Oui, c'est ça. On a tout un rapport à notre livre, de l'avoir dans les mains. Là, moi, mon trip, c'est d'aller voir qu'il me reste combien de pages, avec le prochain chapitre. Là, tu sais, on a tout un volet qui n'est pas pareil quand c'est sur une tablette ou une liseuse. Oui, je suis d'accord. Là. Puis tranquillement, là, j'ai commencé là, à annoter mes livres, pas à écrire dedans. Je suis pas encore rendu là, mais de prendre le temps, là, des fois, quand je trouve que la plume est belle ou il y a quelque chose qui me parle, de vraiment mettre un petit post-it, des choses comme ça. Fait que papier, je pense que j'aime bien ça après ça, de pouvoir revenir dans le livre puis d'aller lire vite ce que j'avais mis en note quelques années auparavant. Et ma dernière question, c'est les émotions que les livres te font vivre. Est-ce que tu as déjà pleuré? Est-ce que tu as déjà éclaté de rire? Est-ce que tu as eu déjà vraiment peur? Parce qu'il y a quand même un peu d'horreur. Pour ce qui est des émotions, je dirais que on dirait que c'est comme un travail à faire parce que j'ai remarqué dans les dernières années que ça a été comme difficile justement on dirait que des fois, je suis obligé d'aller dans des livres un peu plus difficiles justement pour me faire vivre des émotions. On dirait que c'est rendu ma quête personnelle de trouver qu'est-ce qui va me détruire émotionnellement. C'est un peu bizarre à dire. Mais oui, effectivement, là, je pense que j'avais lu... je pense que j'ai déjà pleuré peut-être une ou deux fois en lisant des livres. Peut-être ce livre-là d'Adi Larue là, qui m'avait vraiment chamboulé à la fin. Mais sinon, ça a été très rare. Là, je dirais que souvent, là, ça va être plus quand il y a des morts inattendues dans un livre. Puis là, je m'y attendais pas. On dirait que là, je vais vraiment me poser puis absorber le choc. Oui, c'est ça. Là. Fait que c'est plus à ces moments-là que je fais comme OK, est-ce que je suis triste ou je suis fâché? Donc, il y a plus ce côté-là qui va être là.
Mais oui, effectivement, je pense que ça va être un travail à faire au fil des années, mais j'ai jamais été la personne la plus émotive en lisant un livre, je dirais. Ouais. Ah, ben, c'est bien correct, là. On a chacun notre façon de réagir, mais il reste que ça veut pas... Tu sais, je pense que c'est impossible. C'est pas impossible, là, mais quand tu as un livre que tu aimes puis tu embarques dedans, c'est sûr que tu ressens quelque chose. Je pense que ce qui aide aussi, c'est si tu je sais que Stephen King est bon là-dedans, là, mais si tu as des bons personnages ou que tu prends le temps de les décrire puis tu es vraiment avec eux, je pense que des fois, je sais qu'il y a comme ce débat-là. Est-ce que c'est préférable d'avoir des bons personnages ou un bon univers? C'est vrai que des fois, c'est difficile de choisir, mais je pense que j'irais vers les personnages parce qu'on peut plus connecter justement là, avec eux. Fait on dirait que si tu as des meilleurs personnages, je vais être capable de plus m'identifier puis là, justement, là, être proche de mes émotions, là, comme tu dis. Là, c'est là que je vais plus les vivre. Ouais. On s'attache à eux. Oui, c'est ça. Que là, c'est ça. Fait que comme tu dis, s'ils nous les font mourir en plein milieu, c'est comme « Ah non, je ne voulais pas. » Est-ce que des fois, ça va arriver? Est-ce que tu es du genre je lis mon livre puis il faut que je lise la fin le plus rapidement possible? Ou si tu aimes un livre, ben là, quand la fin va approcher, tu vas comme pas vouloir reculer, finir. Reculer un peu. Je pense que j'ai jamais pensé à ça. J'ai pas tant de problèmes avec ça. Souvent, peut-être, si c'est une fin de saga, puis là, ça fait longtemps que la sauce est étirée, puis on est là sur plusieurs tomes, là, c'est sûr que je vais vraiment prendre le temps avant de lire la fin. Là. Je sais que dernièrement, j'ai fini la série, la saga Blackwater, puis justement, après 6 tomes, tu t'attaches vraiment à toutes ces personnes-là, puis tu dis, OK, là, tu veux pas t'en lire la fin, mais tu n'as pas le choix de finir le livre. Mais pour ce qui est des livres tout seuls, les one-shots, j'ai pas de problème là, à lire la fin. Ouais. Ah, parfait, parfait. Moi, des fois, quand j'aime trop, j'étire un peu la fin. Je laisse là, le livre sur ma table de salon en me disant « Ah, je vais attendre un peu. » Puis à un moment donné, je me dis « OK, là, c'est beau, il faut que je sache. » Mais on a comme un petit deuil à faire quand on a aimé vraiment un livre puis les personnages. Je pense que, comme tu dis, là, c'est un deuil à faire à chaque livre, mais en même temps, ça nous apporte tellement... ça nous enrichit puis ça nous apporte de l'expérience sur tellement d'autres points de vue de vie. Fait que c'est comme un mal pour un bien, je dirais. Là. C'est quand même assez spécial, ouais. Exactement. Donc, moi, j'aime bien offrir un livre à chaque personne qui vient qui vient au balado. Puis là, au fil de notre conversation, j'ai décidé de t'offrir Éric Chacot. Super! Donc, je me dis, je pense que tu t'aimerais ça. Oui. Fait que je te l'offre. Puis quand tu l'auras lu, si tu m'en donnes des nouvelles, je vais être contente de savoir comment tu as trouvé ça. Parfait. Allez, un gros merci. Hey, merci beaucoup pour ta participation. C'était vraiment super intéressant de t'entendre parler de tes lectures. Puis je vais continuer à te suivre sur Instagram, Un Petit Lecteur. Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Samuel. Merci à toi.